Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour parler football dans votre émission hebdomadaire. C'est l'heure du foot et au sommaire de ce 20e numéro de la saison, évidemment, on va parler, comme à chaque fois, national à affronter le Cameroun dans moins de 20 jours maintenant. Pour ce match aller à Douala, on parlera aussi de la Ligue 1 avec la 20e journée de cette Ligue 1 justement qui se dispute en ce moment même avec le match en City face Sochlev. On reviendra sur les résultats de cette journée. On parlera aussi avec pas mal de rebondissements, notamment en échec, qui se rejoindre du classement par le Motion, alors que du côté du groupe Centre-Est, la GS Bourg est plus leader de ce groupe. Et pour parler, on aura aussi un gros format aussi sur la formation de la GSS Saoura, justement, qui réalise, comme chaque saison, une belle exercice pour l'instant, avec notamment des résultats assez probants sur le plan africain. Et justement, pour en parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un membre du conseil d'administration de la presse sportive de la Saoura, Mohamed Bagleb. Mohamed, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, je remercie l'Algérien pour cette émission, particulièrement Canal Algérie. Et vous êtes toujours le bienvenu et la télévision, vous êtes toujours côté Mohamed, on retrouve un ancien de la maison, on ne le présente plus, donc Abdelnour Belkhir, entraîneur, que ce soit dans le foot, athlétisme, journaliste, écrivain. Exactement. Abdelnour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Saïd, bonsoir Saïd, bonsoir Abdelnour, bonsoir Mohamed. Moi je suis très content de partager ce moment privilégié avec vous. Je suis très content de retrouver un peu le studio de Canal Algérie que j'ai quitté il y a 2 ans. Et j'espère que le Brent Cosette qu'on va mettre va très certainement servir à nos chers téléspectateurs. Je suis très honoré parce que Abdelnour est ici avec nous, toujours Abdelnour Kawa, je vous présente. On reviendra sur Belkhir. Abdelnour, bonsoir, merci d'être avec nous comme à chaque fois. Bonsoir Saïd, bonsoir notre ami Abdelnour et bonsoir Mohamed. Et surtout bonsoir amis téléspectateurs. Je disais donc, ça fait plaisir de voir avec moi Abdelnour Belkhir, lui qui était aussi mon entraîneur dans notre équipe de la presse. C'est vrai. Et il a durant des années, il a toujours assisté. C'est une très vieille connaissance. Ah oui, qui ne connaît pas Abdelnour On se Belkhir? connaît depuis plus de 50 ans peut-être. Il ne faut pas oublier, le Mouloudia est une très très grande fête. On vous catalogue Mouloudia, mais il est avant tout journaliste, Abdelnour. Donc c'est un journaliste, il a le droit d'être un petit peu partial, si on peut dire comme ça. Moi j'ai le plaisir de travailler aujourd'hui pendant Saïd, qui est un excellent footballeur. Hein. Oui, Il a fait partie de l'équipe de presse et il fait courir pour participer aux entraînements. Mais quand vous venez. C'est ça, comme ça. Hein. Je donne l'information à les premières années quand j'ai commencé dans Il était jeune, il était plus jeune. J'étais plus jeune, non, j'avais pas de véhicule à ce moment-là pour me rendre au stade. Après, Oui, mais n'empêche que grande vedette, c'est toujours comme ça. Non, mais moi j'ai que ces possibilités, puisque même tout nouveau, tout beau qu'il était, je l'ai mis dans le bain de l'entraînement et de la compétition. Et il était titulaire indiscutable en 2-3 séances. Oui, largement. Bien sûr, mais de toute façon, l'équipe des journalistes est connue. Il y avait certains bons joueurs, mais d'autres qui n'ont absolument rien à Moi, je suis avec l'équipe depuis 73, je dirais. On s'est arrêté, on a repris du service. Ah ouais, ça ne nous rajeunit pas, les collègues. Le doyen entraîneur en tout cas. Alors messieurs, on va passer à la première rubrique de cette émission avec les 3 points de KO. Abdelnour, qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine? Qu'est-ce qui vous a marqué, notamment dans footballistique algérien? C'est une nouvelle que l'on vient d'apprendre il y a à peu près 2 heures de ça. C'est la démission de notre ami donc, aussitôt nommé quelques jours après. De son poste, ça reste un grand point d'interrogation. Directeur des équipes nationales. Directeur des équipes nationales, absolument.
En deuxième position, bien sûr, c'est un peu... Juste pour préciser, Abdelnour, sa démission selon le site, le site officiel de la FAF, des raisons personnelles. Oui, ben, j'espère que c'est pas familial, que c'est pas grave. Donc, Nommé il y a 15 jours de cela. Bon, absolument. Absolument. Et donc, en deuxième position, moi, je pense qu'il y a un peu le réveil de Médéa, qu'on n'attendait pas, surtout à Oran, MCO qui était à la recherche d'une stabilité. Et là, Médéa, après pratiquement 12 défaites consécutives, renoue un peu avec la victoire. J'espère qu'ils vont continuer parce que c'est une équipe qui mérite quand même d'être bien placée. Et enfin, en troisième position, le groupe qui est en train de s'opposer pratiquement depuis la saison. Plus on va dans les matchs, plus il y a des difficultés. C'est un peu le problème d'arbitrage en Algérie. Hein. Bon, nous, on est en train de parler de la division 1, mais il faut voir ce qui se passe également en division 2 et dans les divisions inférieures. Justement, on va en parler assez longuement. Donc voilà nos 3 points. Voilà, sur ce volet d'arbitrage et ces derniers jours, en tout cas ces dernières semaines, et notamment après la reprise de la Ligue 1, justement, cette phase retour, pas mal d'erreurs d'arbitrage. C'est assez bizarre quand même. Oui, il y a erreur et erreur. Hein. Donc pour ne pas rentrer tout dans ça, j'espère qu'on pourra en parler tout à l'heure. Et justement, en attendant donc de parler de la Ligue 1 et des erreurs d'arbitrage, justement, notamment lors de cette 20e journée, on va parler de l'équipe nationale donc, qui s'apprête à affronter en match aller-retour le Cameroun, une double confrontation comptant pour les éliminatoires barrage pour le mondial. Ça sera après le jingle Allez les Verts. Donc, Abdelnour, je reste avec vous. On va parler des dernières informations du côté des Verts avant ce match aller, en tout cas, face à cette équipe du Cameroun. Ce sera le 25 mars à Douala, au stade de Japoma. Donc, on le disait déjà la semaine dernière, match confirmé dans cette enceinte. On a vu les Verts disputer leurs 3 matchs lors de la précédente CAN. Il n'a pas eu la réussite escomptée, mais au final, on retrouvera un stade qu'on connaît parfaitement bien. Moi, je voudrais parler de ce stage. C'est désormais, on ne va pas dire officiel, puisque la FAF ne l'a pas encore officialisé, mais l'équipe nationale sera en stage en Guinée équatoriale, à Malabo plus précisément, donc du côté de la Guinée équatoriale, pour préparer ça. C'est un pays limitrophe donc, au Cameroun, pour préparer cette confrontation aller. Belmadi ne veut pas refaire les mêmes erreurs peut-être commises lors de la CAN, puisqu'on se rappelle que l'équipe nationale s'était rendue très tard au Cameroun. Oui, mais de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, le stage qui va se dérouler en Guinée équatoriale n'est pas un stage de longue durée. Hein. Ça va être pratiquement 72 heures, puisqu'il va rejoindre la veille du match Douala pour peut-être vous revoir un peu le terrain de Japoma. Ça sera la veille du match. Dernier entraînement dans le stade. Maintenant, nous attendons avec impatience un peu la liste des joueurs qui va être retenue pour cette double confrontation. Moi, je pense qu'il ne va pas trop y avoir de changement, d'autant plus qu'on est en train de voir un peu l'évolution de nos joueurs à l'étranger, à l'exemple un peu de Slimani qui marque 2 buts hier. Bon, on voit un peu la forme éclatante de Mahrez, mais le reste, comme Belaïli par exemple, il a été intoxiqué la veille du match contre Lens, et donc il n'a pas participé à ce match-là. Donc il y a encore beaucoup de joueurs, certainement Belmadi est en train de les suivre, d'abord discuter avec eux pour essayer qu'ils soient prêts le jour du stage. Et bien évidemment pour la première confrontation. Abdelnour Belkher, vous êtes entraîneur, donc vous connaissez très très bien ce métier d'entraîneur. Jamal Belmadi la semaine dernière disait en tout cas, selon ses dires, en tout cas, il ne devrait pas y avoir trop de changements dans son effectif, sa composition, sa composante avant ce match aller, cette double confrontation face au Cameroun. Est-ce que vous pensez que Belmadi va reconduire quasiment les mêmes joueurs pour notamment ce match aller? Vous savez, c'est un match extrêmement difficile, hein, surtout le match aller. Belmadi, je ne sais pas, il ne va pas jouer avec le feu en chamboulant carrément son équipe.
il va très certainement garder le même effectif qu'il connaît bien, qu'il maîtrise, et puis éventuellement apporter des solutions de rechange le jour du match, le jour J. Maintenant, une chose est sûre, c'est que contre le Cameroun, ça ne va pas être une partie de plaisir. Ils vont pas aller avec la fleur au fusil. Les Camerounais nous attendent pour nous une verte réplique. Les conditions vont être très difficiles. Les Algériens doivent faire appel aux joueurs, les camarades de Mahrez doivent faire appel, en plus de leur talent sportif, à d'autres vertus. Les qualités morales doivent être présentes sur le terrain. Le courage, l'abnégation, la solidarité. Et je suis persuadé que le match, la qualification peut-être pour le mondial va se jouer au match aller. Ça va être un match capital, extrêmement important pour nous. J'espère que Belmadi, qui a très certainement préparé son plan, va très certainement trouver les mots qu'il faut pour galvaniser sa troupe. Parce que c'est sur le plan psychologique. Il n'y a pas de doute sur ça. Il n'y a pas de doute. Abdelnour, c'est une qualification mondiale. Je pense que tous les joueurs sont. Pour ce qui est du match aller, si tu permets, Saïd, le match aller, il faut faire attention d'abord à la défense, et notamment dans l'axe. Et puis, la défense, c'est pas uniquement le gardien et 4 défenseurs. Hein. C'est un bloc. C'est tout un bloc. C'est toute l'équipe qui doit être au point, qui doit défendre, éviter les blessures, éviter les cartons aussi. Justement, Mohamed Begleb, je rappelle, vous êtes membre du conseil d'administration de la GS Sahara. Mohamed, sur le plan organisationnel, on voit que la FAF, surtout pour cette double confrontation, ne laisse rien au hasard. Le nouveau manager général, en l'occurrence Djahid Zefzef, s'est rendu il y a quelques jours déjà donc, au Cameroun pour préparer le séjour des Verts. Ça sera au stade, plutôt l'équipe séjournoise au Crystal Palace de Douala, mais aussi à Malabo, voilà, où effectuera l'équipe nationale le stage. Donc, on sent que du côté de la fédération même, ou du côté du Jamel Belmadi, on fait très attention sur le plan organisationnel. Et vous, avec la GS Sahara notamment, avec vos péripéties en Afrique depuis déjà quelques années, vous en savez un petit peu. Je vais directement rejoindre l'idée du coach et de M. Kawa aussi. Je pense que la fédération, si on se réfère à ce qui a été lu ou bien ce qui a été dit lors de la CAN, que pas mal de choses n'ont pas été bien préparées. Donc je pense que cette fois-ci, notre fédération a vraiment pris les devants. A pris les devants. Je passerai directement sur le plan psychologique, parce que le stade ou la pelouse ou la ville où on va jouer, c'est une ville qui a connu malheureusement l'échec lors de la Coupe d'Afrique. Donc j'espère que M. Belmadi, en tant que sélectionneur, ou les joueurs qui vont disputer 90 minutes auront vraiment le moral qu'il faut pour mener à bien ce match. Et pourquoi pas créer l'exploit et se qualifier dès le match aller. Voilà. Mettre déjà un pied en cette Coupe du Monde. Mohamed Abdelnour, plutôt, je vais vous poser une question par rapport à l'état de forme des joueurs en ce moment. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité Blade. Un Slimani hier qui claque un doublé face à Arouca, notamment en championnat du Portugal. Et c'est 2 buts qui font énormément de bien, que ce soit aux joueurs. Lui qui a marqué déjà il y a une semaine de cela, donc qui a un petit peu renoué avec les buts avec son club. C'est le meilleur buteur de notre équipe nationale. On sait que Boundia actuellement passe par une période délicate. Le fait de voir Slimani empiler les buts, c'est déjà un signe intéressant pour Belmadi. Je voulais revenir très rapidement sur ce qui a été dit, mais il ne faut pas oublier également que le Cameroun joue également une qualification en Coupe du Monde. Ça, il faut pas on va parler du Cameroun dans un instant. Donc non, ce que je voulais dire, la confrontation, c'est sûr qu'elle va se jouer. D'abord, elle se joue en 2 matchs. Donc le match le plus important pour nous, évidemment, ça va être à Douala, où il va falloir contenir cette équipe, essayer de revenir avec un score assez appréciable pour nous, pour que le match retour puisse se dérouler beaucoup plus facilement que si jamais, par exemple, on prendrait beaucoup de buts.
Là, Belmadi, toute sa troupe, que ce soit le staff technique, et la fédération, de toutes les façons, depuis un bon nombre d'années, la fédération a toujours bien organisé ses déplacements. Il y a des vols spéciaux. Vous étiez en train de parler de Sabra tout à l'heure et pas mal de clubs. Il y a des clubs qui voyagent actuellement par des vols réguliers. Et donc, pour aller au Cameroun, ça aurait été un périple. Donc, s'il y avait vous l'avez fait, donc vous êtes. Voilà, donc ça va être très rapide. On va se déplacer, on va aller directement en Guinée équatoriale. Va durer, le stage va durer 72 heures, hein, puisque le regroupement va se faire le 21, le 21, le match se joue le 25. Donc ça va être 3 jours à arriver là-bas, donc le 22, le 23 et le 24, ils seront sur Douala. Donc ce que je voulais dire, c'est que Belmadi est conscient. Moi je suis certain, aujourd'hui, bon, dommage qu'il n'y ait pas de stage intermédiaire, parce que là ça aurait permis de remettre un peu les choses en place. Maintenant, il a fait son bilan, il a vu toutes les déclarations qu'il a faites, il sait très bien où il y a eu des erreurs, où il y a eu des manques. Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'à l'heure du regroupement, que tous les joueurs soient prêts, tout simplement. On va passer justement au Cameroun, notre adversaire. Bon, on devait avoir avec nous un journaliste du Cameroun, notre ami JS de Dash Media, mais on n'arrive pas à le joindre, malheureusement. Je reste avec vous, Abdelnour, toujours, sur cette équipe du Cameroun, qui, il y a 5-6 jours de cela, a opéré un changement au niveau du staff technique, avec la nomination officielle donc d'une légende du Cameroun, à savoir Rigo Berson, qui prend les destinées de cette formation camerounaise. Question toute simple, est-ce que, au vu du timing, à 3 semaines du match face à l'Algérie, notamment ce match aller, est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision de prise du côté du Cameroun? Vous savez, ça c'est un peu un coup de poker, hein. On en avait déjà parlé la semaine passée. Il se pourrait que Rigo Berson puisse ramener un sang nouveau, une nouvelle dynamique dans ce groupe-là. De toute façon, il n'a pas trop de choix aujourd'hui, hein. Il est au même titre que nous. Ils vont certainement se regrouper le 21 pour jouer le match le 25. Donc, est-ce qu'il va pouvoir transcender les joueurs? Moi, je pense que, vu sa personnalité, vu un peu son parcours, hein, au niveau du Cameroun et même en Europe, c'est quand même une personnalité. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet en parlant d'Eto'o, c'est Eto'o qui va diriger et tout. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que Rigo Berson a une très forte personnalité qui va pouvoir imposer sa manière de voir les choses. Et évidemment, pour nous, moi, je voudrais bien que ce soit un échec pour lui, pour qu'on puisse nous qualifier à la Coupe du Monde. Mais il faut faire très attention. Abdelnour Belkhair, justement, en parlant de ce changement à la tête de la part technique des Lions indomptables, on a vu Jamal Belmadi dimanche dernier dire en conférence de presse qu'évidemment, on n'était pas surpris de voir que Jamal Belmadi a suivi et décortiqué le jeu de cette équipe et notamment en disant qu'il a suivi les 13 derniers matchs de cette sélection camerounaise qui connaît ses points forts et faibles. Sauf que là, avec le changement qu'il y a eu au niveau de la barre technique, c'est compliqué un petit peu d'étudier un adversaire quand on sait qu'il y a un entraîneur qui peut tout chambouler à la veille de cette double confrontation. Non, il ne faut pas oublier surtout que Rigo Berson, qui a été l'inamovible capitaine d'équipe du Cameroun pendant de longues années, il a joué en senior à l'âge de 17 ans. Hein. C'est ça. Donc c'est une légende. Mais ça ne suffit pas aussi. Il faut voir également le staff qui l'accompagne. Exactement. Un staff très compétent également. Et avec lui, justement, l'entraîneur qui était à la tête du Kenya, donc il connaît très bien mais il ne sera pas le seul à mener la barque. C'est tout le pays qui va être derrière lui. Parce qu'il y a une occasion en or qui se présente pour eux, d'autant plus qu'ils ont tout raté ces dernières années. Mais faudrait-il encore savoir que le Cameroun a toujours été la bête noire de l'équipe algérienne. Donc je pense on les a jamais battus en match officiel en tout cas. Donc il ne faut pas croire que l'apport de dernière minute de Liberson va très certainement chambouler l'effectif. Peut-être qu'il y aura, c'est vrai, des changements, mais ces changements peuvent être peut-être négatifs, mais peut-être positifs aussi. Mohamed, toujours dans le même contexte, le fait, est-ce qu'on s'attend du côté de la FECAFOOT présidée par qui connaît très très bien le football, on le connaît bien évidemment, le fait d'avoir changé d'entraîneur quasiment à la veille de cette double confrontation, est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet
psychologique, hein. Ça va transcender les joueurs, comme l'a expliqué Abdennour, quand on sait que cette équipe du Cameroun n'a pas raté complètement sa CAN aussi, même si elle termine troisième. C'était pas une CAN catastrophique pour cette équipe camerounaise. C'était un peu surtout la qualité du jeu du Cameroun. Et est-ce décrié, hein. est-ce que justement Rigobert Song, vous pensez que peut apporter rapidement en quelques jours de stage un changement au niveau du jeu, justement, comme l'explique Ben, je peux dire facilement que la décision qui a été prise, je crois qu'elle est à double tranchant. Donc elle peut apporter du plus, comme elle peut apporter du échec. Et c'est ce qu'on souhaite, sincèrement. Ah ben ouais, c'est ce qu'on souhaite. Heureusement, donc, les supporters de l'équipe nationale, ça, voilà. Nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait cet échec et qu'on puisse en profiter de cet échec et pouvoir nous qualifier dès le match aller. Donc, il insiste, Mohamed, sur le match aller. Il est impératif de ramener un bon résultat de Douala. Abdennour Kawa, on va passer à un tout autre sujet, ce qui concerne la DTN, puisque on revient à la Fédération Nigérienne de football. Il y a eu, on l'a expliqué la semaine dernière, avec cet appel à candidature donc, pour le poste de directeur technique national. Les délais, le délai a été clôturé donc, le 28 février dernier. On connaît les 26 noms qui postulent pour ce poste de DTN. Bon, il y en a des noms qu'on connaît assez bien, hein, notamment Asdin Aïdjoudi, Mustafa Biskiri, Mziane Eri, et j'en passe, hein, Kamal Jabour aussi, qui a longtemps bourlingué en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste de Norkawa? Bon, sur cette liste, il y a pas mal d'anciens collègues et amis qui ont déposé leur candidature. Moi, tout ce que je souhaite, puisqu'il y a 26 candidatures, moi je pensais qu'il allait y avoir peut-être moins. Mais là, sur les 26, j'espère que la commission qui va siéger pour l'étude de ces CV va pouvoir dégager le meilleur profil pour ce poste. Tous les DTN qui sont déjà passés, ils ont fait du bon, du moins bon, mais venir, moi, l'instabilité au niveau de la DTN, c'est récurrent et c'est sûr que c'est récurrent. C'est problématique. Quand on revoit un peu au niveau des pays en Europe, moi j'ai eu la chance de connaître Georges Boulogne, qui est pratiquement le père du football français. Si la France est arrivée à ce niveau-là, un peu grâce à lui, il avait développé le football français. C'est un monsieur qui a duré quand même pas mal d'années. Nous, le maximum, quand on voit un peu tous les DTN qui sont passés... Maximum 2 ans. Voilà, 2 ans et encore. Donc on n'a même pas le temps de mettre quelque chose en place, que ça y est. Donc j'espère que cette fois-ci, d'abord le choix va être un choix judicieux, parce qu'au-delà de la compétence, il faut qu'il y ait de la personnalité également. Il faut qu'il y ait... Vous savez, quand on postule à un poste comme ça, on doit automatiquement avoir un plan d'action. Donc ce plan d'action, si jamais il est adopté, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le poste, il suffit d'avoir... Si jamais ce plan d'action est adopté, il faudrait que la fédération puisse mettre tous les moyens nécessaires au développement du football. La fédération procédera à la mise en place d'une commission qui sera chargée de l'examen des candidatures. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais si on prend par exemple, je pense que les 26 n'ont pas déposé un projet. Donc ils ont envoyé... Maintenant il va y avoir plutôt une sélection. Une sélection. Il va y avoir 5 ou 6 CV qui seront dégagés. Mais à partir de là, moi je pense que... Chacun portera par la suite son projet. J'espère. Donc la nomination n'est pas pour demain, donc ça va prendre le temps. J'espère que si jamais ça ne va pas être pour demain, tout ce que je souhaite, c'est que le futur DTN puisse avoir, ne plus naviguer à vue, qu'il y ait un programme qui est établi, que ce programme puisse apporter ses fruits au niveau du football algérien. Rapidement, Abdennour. Compte tenu de la situation qui urge un peu, il me semble que l'idéal, ce qui serait judicieux, en attendant la désignation d'un réel DTN, c'est l'installation de 3 ou 4 techniciens qui figurent dans la liste, et puis pour mener travailler la période transitoire. Actuellement, la période transitoire est gérée par Tofel Richi.
Mais celui qui est DTM par seul. intérim. Parce que c'est un poste, c'est vrai que c'est un poste très pense qu'il- important, il faut- mais c'est un poste aussi ingrat Vous savez, chez les il Algériens. faut toute une direction émission technique. pour en parler, Voilà, monsieur. une Ah, direction, c'est- pour clôturer un peu, si vous voulez, ce dossier, une direction technique, quand on dit direction, automatiquement, il doit y avoir des départements. Donc les départements sont pratiquement inexistants au niveau de la direction technique, j'espère. Donc tout ça va se mettre en place. Très bien, messieurs, on a fait le tour de l'actualité. On passe à la Ligue 1 après ce jingle. Et messieurs, donc la Liga a été marquée cette semaine par de nombreuses erreurs d'arbitrage. On peut dire que c'est depuis l'entame de la saison. Il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais là, ça s'est succédé, hein, en tout cas sur cette 19e et 20e journée. Donc les deux journées se sont disputées à 3-4 jours d'intervalle. On va voir les images dans quelques instants de quelques erreurs commises par nos arbitres durant ces deux journées. Moi, je commencerai par notre invité aussi, Mohamed Bagleb, donc membre du conseil d'administration de la GS Sawa. On a vu, à travers notamment le président emblématique de la Sawa, Mohamed Zarouati, très souvent dénoncer les erreurs d'arbitrage qui visent la GS Sawa. Hier, fort heureusement pour vous, en tout cas, il y a eu une erreur d'arbitrage, mais en votre faveur, voilà, exactement, puisque l'USMA a été lésé sur ce but refusé donc pour une position d'enjeu qui n'existait pas, alors qu'on revoit aussi un penalty flagrant, non sifflé en faveur du PAC, c'était la semaine dernière. Donc, Mohamed, un petit mot sur ces erreurs d'arbitrage qui font très souvent les résultats des matchs. Bon, si je parle sur ces erreurs, donc je crois que la JS Saoura, c'est l'équipe qui a vraiment souffert de ce genre d'erreurs. Cette saison, vous parlez de cette saison. Oui, je parle de cette saison. Donnez-nous quelques... Oui, je vais vous donner voilà. l'exemple. Le match JS Saoura CSC. À Saoura. Non, à Constantine. À Constantine. Le trio d'arbitrage mené par monsieur Boukouessa. Une balle qui a été sifflée hors jeu, alors que notre attaquant a reçu la balle du défenseur de Constantine. Il y avait un penalty flagrant. D'ailleurs, l'arbitre, là, il dit je ne l'ai pas vu. Ben, enfin, Quand c'est des erreurs... Non, il peut y avoir. Il peut y avoir des erreurs l'erreur est humaine. Voilà, En quelque sorte, l'erreur est humaine. merci. Mais nous, on a... Est-ce que vous pensez qu'il y a... Je vais pas parler... Voilà, on va pas dire que c'est fait exprès, mais est-ce que vous sentez peut-être que votre club... je parle de Mohamed Zarouati qu'on salue au passage, mais lui, on le connaît, il est tranchant et direct dans ses déclarations. Il n'a pas hésité à justement à critiquer de vive voix notre ami, qui était notre consultant, en tout cas Béchari, qu'on salue bien évidemment, qui est à la tête, en tout cas vice-président, mais on le sait, qui est à la tête de cette commission fédérale d'arbitrage. On aurait aimé l'avoir avec nous, on l'espère en tout cas l'avoir avec nous la semaine prochaine, histoire de justement parler de ce qui se passe au niveau de l'arbitrage, parce que, je le disais, ça risque de fausser complètement l'issue de ce championnat, que ce soit pour les trios de tête, ou même... Quand vous préparez un match pendant 3 ou 4 jours, une semaine, sur une erreur d'arbitrage, et vous perdez le match, ou bien vous perdez à tout, je dirais, 2 points. Vous sortez avec un match nul. Mais Voilà. Parce que hier, si on prend l'exemple de l'USMA, cette équipe de l'USMA qui traverse, on ne va pas parler d'une crise, mais on sent beaucoup de pression sur les dirigeants actuels de l'USMA, notamment Hossein Achou, et on l'a vu à la fin du match, il était hors de lui en parlant de cette erreur d'arbitrage. Et pourtant, il y avait le meilleur arbitre sur sa pelouse, même si c'était l'arbitre assistant qui a levé son drapeau, pardon, Abdenour. Mais par exemple, sur le match d'hier, la Saoura s'en sort avec un point. Elle aurait pu perdre le match aussi. Elle prend un point sur ce match, Je dirais sur une aussi- erreur en sa faveur. Non, je dirais aussi que dans ce match-là, le match d'hier, un joueur pouvait être expulsé Du côté de l'USMA. du côté de l'USMA. Et à ce moment-là, on aurait Ça pu peut changer, exactement. ça aurait pu changer tout le La cours donne. du match. Non, moi, Abdellah. ce que je voulais dire, c'est qu'il y a dans le corps arbitral
je suis en train de voir les mêmes arbitres qui arbitrent au niveau de notre championnat national quand ils sont au niveau africain ou au niveau Voilà, mondial. j'allais vous poser la Ces question. mêmes arbitres se transcendent et sont parmi les meilleurs arbitres au niveau africain, ou quelquefois même des arbitres, l'exemple de la Coupe du Monde, tous ces arbitres-là, Ouais, vous parlez au de niveau international, Orban. sont de très haut niveau. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, à l'étranger, on voit un corps arbitral extraordinaire algérien. Est-ce qu'ils font face à une pression Bon, du maintenant, club local? vous savez, vous avez parlé de Bichari à l'époque, quand on discutait souvent un peu d'arbitrage en Algérie. Vous savez, pour tout chambouler, c'est pas en c'est pas en claquant des doigts. Donc, c'est exactement de toutes les façons. Le corps arbitral fait partie du football. Quand on voit un peu comment est géré notre football, il ne faut pas s'étonner. Mais par contre, moi, c'est un peu le niveau. Quand on a un certain niveau, on doit le maintenir, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Est-ce qu'il est temps de mettre en place la VAR? Est-ce que c'est important et justement impératif de mettre en place la VAR? Bichari, on en a parlé avant même le début de la saison en disant que c'est possible de le faire. Peut-être avec pas avec les moyens en tout cas qu'on voit en Europe, un peu partout en Europe, mais ça peut se faire avec quelques caméras en tout cas. Au moins éviter ces grossières erreurs d'arbitrage qui peuvent, je le disais tout à l'heure, influer sur le résultat d'un match. Vous savez, avant l'histoire de l'application de la VAR, il faudrait que les équipes algériennes, les joueurs, les équipes algériennes, les dirigeants, la presse, doivent être animés de la culture de la défaite. Il faudrait accepter la défaite lorsque la défaite, elle n'est pas... Et quand on subit une pression de la part Justement. des supporters, L'arbitrage algérien, du public, l'arbitrage c'est algérien, compliqué, hein. l'arbitrage algérien ces dernières années ne laisse personne indifférent, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Pire encore, hein, l'arbitre, bien souvent, même s'il est honnête, il est pour l'opinion publique, il est devenu un peu le pestiféré, l'empêcheur de tourner en rond. Donc je pense qu'avec l'assistance de la VAR, l'arbitrage algérien serait meilleur. Et il va falloir très vite mettre en application la surveillance avec la VAR. Mohamed Bougleb, durant plusieurs années, en tout cas plusieurs saisons, on disait qu'à Béchar, quand la GS Sawa évolue à Béchar, on mettait la pression sur les arbitres, histoire de l'intimité pour gagner des matchs. On le voit ces dernières années à Béchar, c'est vrai qu'à domicile vous êtes intraitable. Et on sait qu'à domicile, la GS Sawa propose un jeu palpitant et marque beaucoup de buts notamment. Est-ce qu'il est réellement, bon, je pense, on en parlait avec Abdelnour tout à l'heure, sur on trouve assez bizarre qu'un arbitre puisse diriger une partie quand on parle de Coupe d'Afrique ou même la Coupe du Monde des clubs, si on parle de Rourbel. Ces arbitres réalisent d'excellents matchs, d'excellentes prestations, mais il suffit que ces arbitres reviennent en Algérie et ils trouvent de la peine à arbitrer. À savoir comment vous gérez tout ça, on a beaucoup parlé de la pression émise par notamment Zarouati sur les arbitres. Est-ce que vous confirmez ou vous dites que les arbitres sont les bienvenus à savoir comme partout ailleurs? Avant de répondre à cette question, je veux juste mettre quelques mots. En ce qui concerne nos arbitres, quand ils sont à l'étranger et quand ils reviennent ici en Algérie, c'est parce qu'on a trop parlé du football algérien, comme disait M. Kawa. On a trop parlé de football algérien, qu'il n'est pas bien, qu'il manque de beaucoup de choses. Donc je pense que ces arbitres, mais oui, ça joue sur le moral. Donc quand ils sont là, ils se donnent pas à fond. Ils se lâchent un petit peu. Ben oui, ils se donnent pas à fond. Comment on peut parler de la faute d'hier? Voilà. Moi j'étais au niveau du stade, donc j'ai pas regardé donc je suivais le match directement. J'étais au stade. Donc s'il n'y avait pas hors-jeu, ça veut dire que le juge de touche n'a pas fait d'effort. Ou bien il pensait à autre chose. Il n'était pas concentré. Ah ben ouais. Moi, à entendre parler Achiou, il était fou furieux. Donc pour lui, il n'arrivait pas à imaginer comment le juge de touche s'est trompé. Donc moi je dirais qu'il se lâche. Bon, en ce qui concerne les arbitres à JS Saoura, moi je pense
les arbitres, les arbitres qui viennent, c'est des arbitres qui savent écrire. Si jamais il y avait cette pression dont on parle, Ils peuvent faire leur rapport. ils peuvent faire le rapport. Mais si notre équipe fait la pression pendant les 90 minutes, moi je suis Sur le terrain. Ah bah ouais, bien sûr. On gagne un match sur la pelouse. On ne le gagne pas en faisant de la pression sur les arbitres. Mais si jamais l'arbitre, par exemple, que ce soit à Béchar ou bien ailleurs, s'il commet l'erreur, et on aura l'occasion de lui dire que vous avez commis l'erreur, on lui dira. C'est ça. Ben c'est comme le fait toutes les équipes algériennes. Donc pourquoi faire l'exclusivité des choses? Non. Au niveau de Béchar, ça m'a été dit par une arbitre. C'est pour ça que moi, je vous pose directement la question. On en parle depuis quelques années, mais au final, on a vu que la Sahara, même au niveau africain, elle donne satisfaction. Si réellement cette équipe avait s'appuyé uniquement sur l'aide des arbitres, Moi, j'invite n'importe quelle personne qui a des doutes sur ça, je les invite à Béchar, qu'il assiste à un match et qu'il voit si vraiment il y a une pression qui se fait sur l'arbitre pour fausser les résultats, ou bien il y a un travail qui se fait sur la pelouse pendant 90 minutes. sur ça, il n'y a pas de doute. Abdallah, rapidement. Non, je voulais dire, si on fait un peu très brièvement un peu le parcours de Saoura depuis... On va en parler de ça. Moi, je voudrais rester sur l'arbitrage. Cette année... Sur l'arbitrage, Abdallah, on passe ça, on aura tout le temps. L'arbitrage, si on doit revenir sur l'arbitrage, moi je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Et d'abord, non seulement pour le niveau des arbitres, parce que on en a quelques-uns qui sont au niveau international, mais d'autres qui sont en pleine formation, mais aussi surtout éduquer nos joueurs et nos dirigeants. C'est ça, c'est ça le plus important, et on a parlé, Abdel, cette culture justement de la défaite. Vous savez qu'il y a des joueurs... On ne la retrouve pas chez les joueurs, ça conteste à tout bout de champ. Il y a des joueurs et beaucoup de dirigeants qui ne connaissent même pas les lois du jeu. C'est ça. Alors quand on voit un arbitre siffler une faute ou... Pour la défense des arbitres, on le dit, à chaque fois quand on commente les matchs, je le dis ouvertement, des fois c'est compliqué pour nos arbitres d'arbitrer dans les meilleures conditions possibles quand on a des joueurs qui contestent à tout bout de champ toutes les décisions des arbitres, même quand elles sont justes. Donc c'est aussi fatigant pour les arbitres, et sur le plan de la concentration, on peut les comprendre. Et Abdelnour, on en a assez parlé de ces cas d'arbitrage. On espère avoir avec nous Bichari pour vraiment bien élucider ce dossier, parler de ce dossier d'arbitrage. Et sans plus tarder, on va passer justement à ce match qui est opposé cette équipe de la Sahara. C'était hier au stade Omar Hamadi de Boulourine face à l'USM Alger. On va voir ce résumé de la partie, on revient. Voulant se ressaisir après la défaite à l'Arba'a, les Usmistes rentrent bien dans le match et se procurent les premières occasions. Les visiteurs se contentent de contres dangereux, à l'instar de l'action de Saad qui centre, mais qui ne trouve personne pour reprendre. Usma aurait pu rentrer au vestiaire avec l'avantage, mais Bouchina, dans une position idéale, rate. En deuxième période, les locaux accentuent la pression. Belkasbi se retrouve face à face, mais le gardien Saïdi sauve les siens. Les Usmistes appliquent un pressing très haut, récupèrent beaucoup de ballons, mais toutes les tentatives se heurtent à un très grand Saïdi. Saïdi, encore une fois, sort ce tir puissant de Mziane. Il s'incline finalement sur cette action de Ben Hamouda, mais l'arbitre assistant indique le hors-jeu. Score final 0 partout. Après ce match nul, l'Usma est troisième avec 34 points, un de plus que la JS Saoura. Donc le résumé de Sid Ahmed Bouraïb. Alors je reviens sur ce match avec vous, Mohamed Bagleb, justement, sur cette
cette rencontre, c'était la rencontre, ou plutôt le match à l'affiche de cette 20e journée entre l'USMA d'Alger et la GS Sawa, match nul 0. Comment avez-vous trouvé votre équipe hier? Vu notre retour déjà, on vient d'arriver d'un match où on a joué en Libye. Donc, je dirais que les joueurs, après l'effort qui a été fourni par que ce soit l'administration de la JS Saoura, à leur tête M. Mohamed Zarouati, le staff technique qui ont mis tous les conditions, toutes les conditions pour mettre les joueurs dans une bonne situation, surtout de récupération, pour pouvoir jouer un match contre l'USMA qui a perdu un match au niveau de contre l'Elba. Donc pour nous, c'était une équipe, si j'oserais dire, utiliser le mot, une équipe blessée, qui connaît de ses supporters. Donc je crois qu'hier, il voulait à tout prix gagner le match, et nous, on voulait à tout prix gagner le match ou bien revenir au moins avec un point. Mohamed Bougleb, je vais parler plus longuement sur votre saison. La GS Sawa est actuellement donc 5e avec, on rappelle, 2 matchs encore à disputer, 2 matchs en retard. Cette équipe de la Sawa, depuis son accession, est fidèle à elle-même, Abdelnour, sur ce plateau, constante, avec toujours les mêmes résultats, toujours podium. On l'a vu, vous terminez la phase aller à la 2e position. Quel est le secret de la réussite justement de cette jeune équipe quand même, ce jeune club de la Saoura? Personne ne s'attendait à voir la Saoura, notamment quand elle est montée pour la première fois en Ligue 1. Pour beaucoup, on pensait que la Saoura n'allait pas trop perdurer en Ligue 1 et aller notamment avec les longs déplacements notamment sur le plan déjà national. Hein. C'est difficile de faire Béchar Alger, Béchar Wahran, Béchar Constantine et Tlemcen, c'est difficile. Et franchement, c'est jamais aisé de faire tous ces déplacements. Au final, on voit que vous réussissez quand même à enchaîner les saisons avec les belles performances, en tout cas quand... moi, je dirais tout simplement, dans un temps passé, il y a certains qui disaient que la GS Saoura allait faire un tour au niveau de la D1, et repartir, et repartent chez eux. Mais on est resté, et on est là. Donc, si on est là, c'est... C'est quoi le secret? Le secret, normalement, je ne le divulgue pas, mais je vais vous dire... Donnez-nous le secret. On en parle souvent, c'est la stabilité. Stabilité sur le plan technique. Non. On vous reproche pas mal du côté de la Saoura de changer les entraîneurs. Que cette fois-ci, l'entraîneur Raïs... Je parle de la stabilité au niveau de l'administration. Il y a une personne qui décide au niveau de la JS Saoura. Il y a des éléments qui travaillent. Nous, on travaille, mais on a quelqu'un derrière, qui est Mohamed Zarouati. C'est vrai qu'il n'y a pas de conflit au sein de l'administration de la Saoura. Tout est bien ficelé, tout est bien organisé. Il y a le président et les autres qui travaillent en amont justement pour propulser l'équipe. Et ça, c'est tout le monde qui dit, voilà. Si jamais il y a un bateau qui est commandé par le commandant, le bateau automatiquement va couler. Donc nous, on a préféré laisser un seul commandant qui est M. Mohamed Zarouati. Et on est là pour l'aider. Et il y a un autre secret, c'est qu'au niveau de la GS Saoura, chacun fait son travail. On ne piétine pas. Moi, je suis membre du conseil d'administration, je ne vais pas parler au coach et lui dire, voilà, non, il faut laisser Hamia sur la droite. Malgré que j'ai des joueurs. Mais... Vous étiez joueur, justement, et vous connaissez très très bien le football, mais cela ne vous autorise pas, justement, comme vous le dites, à dialoguer avec l'entraîneur Abdelnour Belkhid. Justement, c'est bien ce qu'il dit, Mohamed Bougleb, justement, d'expliquer la réussite un petit peu de la GS Saoura, et c'est important. On ne trouve pas ça dans tous les autres clubs. On parle peut-être du Mouloudia d'Alger, on sait que ce club, durant des années, a eu pas mal de soucis sur le plan administratif, justement, qui ont fait que au final, c'est l'équipe qui paye les frais de ces désaccords. Il a bien dit, Mohamed. Vous savez, M. Mohamed Zarouati a tout le mérite qu'il faut.
grâce à sa forte personnalité d'une part, à son influence agissante. Il a, depuis la création du club jusqu'à nos jours, fait cercle autour de lui. Et à la Saoura, il y a une devise. Un pour tous, tous pour un. Tout le monde pousse dans le même sens. Et l'équipe, le responsable de l'équipe, avec sa troupe, prône l'union, carrément l'union sacrée. On ne joue pas à la carte personnelle. On défend l'intérêt suprême du club. Et voilà la réussite. En plus, la GS Saoura peut se targuer, s'enorgueillir d'avoir une véritable pépinière de jeunes. Justement, j'allais en parler. Les U21 depuis des années caracolent en tête des championnats d'Algérie. C'est ça, Mohamed. C'est aussi un club qui ne concerne pas uniquement, on ne parle pas uniquement de l'équipe Fagnan, mais aussi des jeunes catégories. Il fait bien d'en parler à Abdelnour Belkheir, puisque même l'équipe réserve réalise, par exemple, depuis plusieurs années maintenant, d'excellentes saisons. On l'a vu à travers ses résultats. Oui, parce que quand on parle de l'équipe senior actuellement, il y a des joueurs qui ont évolué au niveau des réserves. Je prends l'exemple de Khalifi Abdelrazak, je prends l'exemple de Marwan Khalif. Il y a Ballatrache. Des joueurs qui ont été formés. Des joueurs qui ont été formés par la JSAA et qui sont actuellement, qui évoluent avec les seniors. On a Ben Yezli qui est au niveau de l'équipe nationale moins de 20 ans. Donc ça veut sur l'instabilité au niveau du staff technique, ça, on ne le comprend pas. En tout cas, à chaque fois. Très souvent, à la Saoura, il y a du bon travail qui est fait, il y a des résultats, mais après 2-3 mois, des fois, il y a des changements à la tête de la barre technique. Comment l'expliquez-vous justement? Quoique cette saison, je le disais, Kaïssi Yacoubi est là depuis l'entame de la saison, même si, à un moment donné, il était sur le départ, il est revenu sur sa décision. Non. En ce qui concerne le départ de monsieur... Bah, ce qu'on appelle départ, il voulait partir, où ça a été... parler trop au niveau des réseaux sociaux. Donc le problème, c'était pas avec M. Zalouati ou bien avec l'administration, c'était sur un match. Nous, on a des supporters, c'est là la pression. On a des supporters qui... Exigeants. Ah oui, trop exigeants. Ah oui. Ils n'arrêtent pas de demander... ils veulent le championnat, ils veulent la Coupe d'Algérie, ils veulent même la Coupe de la Confédération. Ils ont le droit de rêver quand même. Donc ils n'aiment pas, surtout, ils n'aiment pas que leur équipe fasse des mauvais résultats au niveau local, ça veut dire à domicile. Donc c'est pour ça, ils se sentent... Il y a eu monté au créneau des supporters. Moi, avant d'être membre du conseil d'administration, j'étais président du comité de supporters. Donc je les connais. J'étais supporter aussi. Donc, moi, je vois que c'est leur droit, mais avec des limites. Donc peut-être que M. Kaïs n'a pas, à ce moment-là, n'a pas supporté un peu cette pression. Mais bon, je crois qu'actuellement, tout va bien. Il est revenu, il a pris la barre technique de cette équipe. Il fait du bon travail, aidé par Mustafa Djalil, que je salue. Et qui est en train de faire un excellent travail lui aussi, qui lance petit à petit sa carrière d'entraîneur et qui a prouvé en tout cas. Et à chaque fois, il a pris en main l'équipe seule, il y a eu des résultats. Bah oui, juste la saison passée. Pourquoi ne pas lui confier carrément la tête de la barre technique? Un peu plus d'expérience. Bah, voilà, ça viendra, Inch'Allah. Ça viendra. Et on sera heureux qu'il soit sur le banc de tout. On passe à un autre match, celui qui a opposé le Wydad de Tlemcen au Mouloudia d'Alger. Et là aussi, victoire intéressante et importante du Mouloudia d'Alger qui réalise une excellente saison jusque-là. On va voir tout ça avec notre ami Fatih Abada. Rencontre de la 20e journée qui a opposé le doyen mouloudéen à la lanterne rouge, en l'occurrence le Wydad Tlemcen, tout s'est finalement passé en deuxième période. En effet, à la 49e minute, Sami Frioui, d'un tir des 20 mètres, secoue la lucarne droite du gardien tlemcenien. C'était le début des hostilités des Mouloudéens. 2 minutes plus tard, le même Sami Frioui se faufile dans la surface de réparation et manque de peu l'ouverture de la marque. Il a fallu attendre la 67e minute pour voir les poulains de Khaled Ben Yahya trouver le chemin des filets adverses après un joli travail et un centre du côté droit.
Le Ghanéen Esso et d'un joli heading ouvre la marque à la grande joie des supporters mouloudéens. Les Verts et Rouges continuent leur pressing. Et Hamidi, à la 71e minute, rate lamentablement l'aggravation de la marque lorsqu'il s'est retrouvé seul face au keeper tlemcenien. Mais ce n'était que partie remise, puisqu'à la 85e minute et suite à un corner, l'arbitre accorde un penalty au MCA, que le capitaine Frioui transforme aisément, signant par là même un deuxième but synonyme d'une victoire ô combien précieuse, et qui place les Mouloudéens en deuxième position du classement à 3 petits points du leader Belouiz Dadi. Donc le Mouloudia d'Alger, donc victorieux plutôt du côté de Tlemcen, 2-0. Une victoire intéressante et plutôt importante pour le Mouloudia d'Alger qui se retrouve deuxième à 3 points du CRB. Oui, enfin, on en avait parlé déjà depuis un bon bout de temps. Le Mouloudia est une équipe aujourd'hui qui est très discrète. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ont rejoint cette équipe-là, des joueurs qui n'étaient pas connus. Et sans crier gare, ils sont en train de grignoter des points, ils se retrouvent deuxième. Au final, la stratégie, on a eu Brahmia ici sur ce plateau. En fin de saison dernière, il nous disait que fini cette politique destin, on va recruter des joueurs qui ne sont peut-être pas connus de tous. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord en début de saison, beaucoup de gens l'avaient critiqué, mais à aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Le Mouloudia est en train de faire de très bons résultats, et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a un entraîneur qui est en train de réussir sa mission. Donc moi, tout ce que je souhaite, c'est que le Mouloudia puisse continuer de la même manière, et pourquoi pas jouer le titre. Abdellah Bakher, rapidement sur le Mouloudia d'Alger, qui, on vient de le dire, réalise une excellente saison avec des joueurs pas forcément très très connus en tout cas. Ça saute aux yeux. Vous connaissez très bien la maison. Il était temps et ça saute aux yeux. Les dirigeants du Mouloudia, leur tête Brahmia, sont en train de, si vous voulez, de placer les jalons d'une politique cohérente, porteuse à souhait. Et les résultats sont là pour en témoigner. Finalement, c'est un mal pour un bien, cette crise financière. Ça a permis au club vous savez, tous les clubs, quand il y a l'argent qui coule à flot, ça pose problème. Quand il n'y a pas d'argent, les gens se mettent au travail pour éventuellement faire face à la crise financière quand la trésorerie elle est squelettique. Il ne suffit pas de coucher les noms sur une feuille de match pour gagner les matchs. Ah oui, exactement. Et les jeunes du Mouloudia prouvent le contraire. C'est des jeunes qui sont en train de faire leurs preuves et qui assurent des résultats assez encourageants pour l'avenir. Très bien, on passe à un autre match, celui qui a opposé le Hilal Shalom El Aïd face au RC l'Herba. Là aussi, l'équipe de l'Herba a fait sensation pour son retour en Liga. En tout cas, on va voir tout ça avec Smaïl Belkhaïdia. Dans une rencontre où les points valent leur pesant d'or, Hilal Shalom El Aïd recevait l'Herba. Deux équipes qui sont en difficulté et jouent pour leur survie. Cela explique le pressing d'entrée de jeu des locaux et ce tir de Khaldi qui passe à côté. Aïtihia tente de répondre, mais le gardien de Shalom El Aïd voit le tir passer au-dessus de la transversale. Les assauts continuent, mais il y avait une bonne défense de l'Herba. Et à la 33e minute de jeu, le gardien Chouih sort de sa zone et commet l'irréparable. L'arbitre n'hésite pas et sort son carton rouge. Haddad aurait pu scorer et le gardien qui venait de rentrer avait beaucoup de chance sur cette action. Le coup franc de Khaldi verra le gardien Sifour se mettre en évidence alors que les visiteurs rateront une belle occasion d'ouvrir la marque par Bouzien. On en restera là sur le score de 0-0. D'entrée de jeu, Khaldi tente un coup de tête et le gardien s'illustre. Sur le contre, l'attaquant de l'Herba, Bouzien, se présente devant le gardien, mais les défenseurs interviennent à la dernière minute de jeu. À attendre la 57e minute de jeu. Sur ce centre, Khaldi, l'attaquant de Shalom El Aïd, hérite d'un ballon qu'il ne se prive pas de mettre au fond des filets.
à 1-0. La joie de Shelrom Eid éclate, mais elle est de durée, puisque sur le contre, la première tentative est déviée par les défenseurs, mais la deuxième, à la 66e, permettra à Bakour de niveler la marque et de remettre les pendules à l'heure. Après ce but égalisateur, l'attaquant met la pression, mais le gardien Sifour est là bien présent et s'interpose. Et même de tête de Khaldi se décore. Dans les dernières minutes, dans le temps additionnel, Oukil s'échappe sur ce contre et se présente devant le gardien, mais il rate une belle occasion pour son équipe de revenir avec les 3 points de la victoire. On en restera là sur le score de 1 partout. Mohamed, un mot sur cette équipe chez le Red aussi qui joue pour la première fois de son histoire en Ligue 1. L'apprentissage assez quelques années. C'est toujours difficile pour une première saison. Bon, moi, concernant l'échelon LED, la phase, au niveau de la phase allée, on a joué là-bas. L'entraîneur a dit C'était une bonne équipe. L'entraîneur Kaïs Yacoubi a dit que c'est une bonne équipe qui risque de nous créer beaucoup de problèmes. Et vraiment, sur terrain, on les a vus, ils jouent bien. Peut-être que aussi ils ont un problème de financement, ils ont des problèmes aussi. Donc ça joue. Ça influe négativement sur le rendement des joueurs. Quand le veut, un joueur a besoin d'être rémunéré quand il fournit des efforts. Donc si on n'a pas d'argent, on ne peut pas subvenir aux besoins des joueurs, mais ça reste une très bonne équipe. Elle a du potentiel. Elle a du potentiel, elle peut se sauver. Et aussi chapeau à cette équipe de l'Herba après des débuts compliqués. On se rappelle du souci notamment dû au battu la semaine dernière lui à domicile. Et fort en Ligue 1 cette saison. On va parler d'un autre match, celui qui a opposé le l'Olympique de Médéa. Vous en parlez notamment dans vos 3 points, cette équipe de Médéa. Après 12 défaites, on s'est dit que c'est fini. 18, on a presque condamné cette équipe de Médéa, mais au final, elle parvient à revenir avec une précieuse victoire et face à une équipe du MCO, avec de l'Amrani, après une victoire à Dalda mardi dernier. Et bizarrement, cette équipe du MCO perd à domicile, alors que Abarani est suffisant, alors que lors des 2 précédents matchs, il dirigeait l'équipe à partir. Je crois que le contentieux avec Boakaz n'est toujours pas réglé, ou il a été réglé cette semaine, mais enfin, toujours est-il que Amarani a pris une très très lourde décision. Aller dans un club, d'ailleurs il l'a dit lui-même, il a dit continuer comme ça, à qui nous adresser, à qui se confier au niveau de l'équipe dirigeante. Donc sur ce match, on s'est dit tiens, la MCO a une chance peut-être, puisque Médéa était pratiquement considéré comme après 12 défaites consécutives, je crois qu'ils ont battu fort. On va pouvoir peut-être gagner ce match plus ou moins tranquillement, mais là ce qu'on a vu, on avait Médéa, peut-être qu'au niveau de Médéa, peut-être qu'ils ont réglé leurs problèmes. Donc c'est une pour cette équipe-là, et Médéa, on le sait très bien, depuis qu'ils ont accédé en Division 1, ils ont tout le temps fait de grands matchs. Donc cette année, j'espère qu'on va pouvoir Peut-être cette victoire va dégager une sorte de déclic pour cette équipe de Médéa pour revenir en force. On passe au match qui s'est opposé au stade de Tizi Ouzou, donc la GS Kabylie, on est UND, cette équipe de la GS qui petit à petit est en train de revenir au haut du classement. On voit les images donc de cette rencontre et la GSK qui a battu le 3 buts à 2 et se classe à la 3e position de la GSK qui revient, je le disais, petit à petit. Abdelnour Belkhair, un petit mot sur ce retour de la GSK. On le voit, il y a disons de rigueur dans les résultats depuis quelques semaines.
Oui, la JSK qui a connu quelques turbulences au début de saison et je suis persuadé que les résultats qui s'enchaînent, les résultats qui s'enchaînent vont très certainement permettre à l'équipe de retrouver un peu la sécurité qui se doit. Et la JSK, il faut qu'elle, d'ici la fin de saison, en classée en 3e position, elle a la possibilité d'aller bousculer un peu les deux fouillards qui sont le CLB et le MCA. Juste Kawa, sur le NED, aussi, être compliqué cette saison encore pour le NED. On parlait de Médéa. Le NED et Médéa avaient débuté la saison en fanfare et par la suite, il y a eu on connaît tous les problèmes. On connaît tous les problèmes que sont en train de vivre la majorité des clubs. Hein. Bon, il ne faut pas se le cacher. Mis à part 3 ou 4 clubs qui sont plus ou moins à l'aise financièrement, tout le reste des clubs sont en train de souffrir. Donc, mais le NED ne déroge pas à ces problèmes financiers. Et on le sait que ce n'est pas uniquement cette année, hein, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont en train d'éviter la relégation plus ou moins chaque fin de saison. Mais cette année, s'ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes financiers, là on voit qu'il y a quand même du potentiel chez ces jeunes-là. Il y a une très bonne, moi je pense qu'il y a peut-être tous les problèmes qu'il y a eu à l'intérieur. Donc les joueurs ne peuvent pas, voilà, les joueurs de la direction, des entraîneurs, etc. D'ailleurs, ce qu'on est en train de voir au niveau des clubs, vous savez, cette année, il y a près de 14 clubs qui ont changé d'entraîneur. C'est énorme. La masse des entraîneurs. C'est énorme, elle continue. Et d'ici la fin de saison, peut-être qu'il va y avoir d'autres. Donc, ces clubs-là, d'ailleurs, on est en train de voir au niveau du classement, c'est pratiquement des clubs qui n'ont, entre guillemets, pas changé de staff. En parlant d'entraîneur, justement. Logiquement, on ne peut pas changer de staff. On ne peut pas changer le staff au milieu du guet, comme on dit. Logiquement, c'est pas en Algérie. Justement, en parlant de staff technique, rapidement, Mohamed, on voit cette envie du côté des dirigeants algériens, du foot algérien, à solliciter les entraîneurs tunisiens. Qu'est-ce qui a motivé votre choix du côté de la Sawa d'engager Qais Yacoubi, justement? Sur ce choix-là, je peux dire facilement que c'est un choix plutôt technique qu'autre chose. Des fois, il y a des entraîneurs, peut-être le CV d'un entraîneur peut aussi améliorer les discussions et aboutir à la fin. Je ne dis pas qu'ils sont plus meilleurs que les entraîneurs algériens. On a des entraîneurs algériens qui sont vraiment comment forts. Expliquer cette tendance à vouloir engager les coachs tunisiens depuis quelques années en Algérie? Est-ce qu'il y a réellement un manque au niveau du technicien local? Est-ce que vous pensez réellement qu'il n'y a pas, peut-être que il n'y a pas autant que par le passé? Est-ce que les entraîneurs ont fait le tour un peu partout des clubs? À force de trop changer de club, on finit par... Peut-être ça, qui sont devenus connus. Donc il y a aussi, je dirais aussi, des fois, pour ne pas dire que les entraîneurs algériens ne sont pas assez bien, mais peut-être que des fois, il y a le courant qui passe rapidement, il y a le feeling, il y a un entraîneur avec qui tu discutes 2-3 minutes. Vous dites que pour ce qui est de Qais Yacoubi, son CV était bien étoffé, ça a aidé à son... Oui, c'est quelqu'un qui a joué, c'est un grand footballeur en Tunisie. C'est quelqu'un qui a... drivé pas mal de grands clubs en Tunisie, donc ça a aidé. Même au golf, il a entraîné. Il était à Beansport, donc c'est quelqu'un qui connaît le sport, qui connaît le football. Très très bien, on va passer au dernier match, donc, alors que en ce moment donc, se joue le match AS Ochlef en temps de... On va voir le match disputé hier donc, entre le RC Relisen et l'US Biskra avec Sami Achichou. Un match difficile pour les deux équipes. Relisen, 16e au classement, se devait de réagir. Les deux protagonistes commencent le match prudemment et le jeu se concentre au milieu du terrain. Après un round d'observation, les visiteurs ouvrent le score à la 15e minute de jeu par l'Akhdari de la tête suite à un coup franc. Les locaux, touchés dans leur amour-propre, ripostent rapidement et enchaînent les attaques. Ils arrivent à remettre les pendules à l'heure à la 33e minute grâce au buteur maison, c'est Ammar.
En deuxième période, les deux équipes se créent des occasions de scorer mais sans succès. Score final, un but partout. Score final, donc un but partout entre Relisen et Biskra. Ça va mal du côté de Relisen cette saison encore, avant-dernier classement. Et du côté de Biskra, continue à réaliser une belle saison. On l'a dit déjà, hein, je crois que Biskra fait la meilleure saison depuis qu'ils sont au niveau de la division 1. Maintenant, pour revenir un peu à Relisen également, c'est à l'image un peu de tous les clubs qu'on a cités précédemment. C'est une équipe qui est en train de souffrir énormément. Financièrement, ils n'ont pratiquement rien financièrement. Donc évidemment, ça se répercute sur les résultats. Sur les résultats. Alors messieurs, on va faire le point donc avec les résultats partiels de cette 20e journée avec un classement qui n'est pas encore fixé bien évidemment, sachant que à l'instant, l'Entente de Sétif vient de marquer à la 86e minute de jeu un but face à l'AS Ochlef et même un but à 0, donc ça risque d'être une belle opération en tout cas pour l'Entente de Sétif si ce résultat venait à se concrétiser. On va voir donc les résultats et le classement. Donc je le disais avec l'Entente de Sétif, Abdelnour Belkhair, l'Entente de Sétif, qui traverse une période de moins bien, notamment sur le plan administratif, qui pour l'instant réalise une excellente opération face à l'AS Ochlef. Enfin, c'est un peu étonnant, hein, parce que Ochlef, qui quand même était sur la lancée, qui a pratiquement assuré de très bons résultats les 5 derniers matchs, se voit peut-être piégé dans la dernière partie du match. Il reste 2 minutes. Il reste encore 2 minutes à jouer. Mais sinon, ce serait un résultat extrêmement positif pour l'Entente de Sétif qui pourrait se référer un réel sentier et puis emmagasiner 3 points qui pourrait être un véritable bol d'oxygène pour elle. On passe à la Ligue 2 après ce jingle. Alors, messieurs, pour la Ligue 2, rapidement, donc avec du changement du côté du groupe centre-est, puisque l'équipe de Borjemlain, qui était en tête du classement depuis plusieurs journées maintenant, ne l'est plus. On voit les images de cette rencontre qui a opposé Borjemlain à l'équipe donc, du Cap Betna, 0 partout. L'équipe de Borjemlain a buté sur un excellent gardien cabiste, en l'occurrence Boltif, de la GS Kabylie notamment. Et ce match nul donc à l'USM Khenchela, vainqueur en déplacement au Kaba Borj Borelic 2-1. Et Khenchela, aujourd'hui, après 20 journées, occupe la tête de ce classement avec 43 points, soit une unité de plus que Borjemlaïen. Et 4 sur l'USM Annaba, tenu en échec, là aussi, à domicile par le MC L'Alma, un but partout. Abdelnour. Si ça, dans ce groupe-là, on est en train de voir un peu un regroupement de 5-6 équipes qui puissent jouer un peu l'accession. Chose qui n'était, il y a quelques semaines de ça, on voyait Borjemlaïen en tête, on s'est dit tiens, Borjemlaïen va pouvoir jouer. Mais là, malheureusement, ils sont en train de faire quand même quelques faux pas qui vont peut-être les mettre en difficulté pour la suite du championnat. Mais par contre, l'équipe la plus régulière depuis le début du championnat, c'est bien Khenchela. Khenchela qu'on n'a pas revu... Petit à petit qui... Voilà, Khenchela qu'on n'a pas revu depuis plus de 30 ans au niveau de la division 1. L'équipe chère, on regrettait Khiyar et Ali Allah Rahmo et Gasmi et tous les anciens. Donc, ça va être très difficile. Donc c'est un groupe qui est très, très difficile puisqu'il y a à peu près 5 équipes qui peuvent prétendre l'accession. Du côté du groupe centre-ouest, là aussi, il y a eu un contre-performance assez inattendu du côté du RC Kouba. Et on voit les images, a été tenu en échec à Belabès, 2 buts partout. Le RC Kouba pouvait l'emporter, mais ce pénalty raté en toute fin de match par Yahya Sherif, le capitaine du RC Kouba que connaît très très bien notre ami et invité Mohamed aujourd'hui, et Baglab justement, Yahya Sherif, qui a raté son pénalty. Et ça profite donc au CR Temouchent.
C'est Timoshent qui a battu Ain Oussara qui donc... Et Al-Bayed également. et Al-Bayed, exactement, troisième. Voilà, les trois clubs partagent la tête du classement. Eh Donc, ben, l'accession va se jouer entre ces trois clubs parce qu'il y a un gros écart Un entre gros le écart, quatrième. exactement. Donc, si dans le groupe Est, ça va être plus difficile, là, on est en train de voir trois clubs qui se dégagent et ça va se jouer entre eux. Et la bonne nouvelle du côté d'Al-Harrach, après plusieurs semaines compliquées, l'USM Al-Harrach a fini par battre l'équipe de Wetzli, 3 buts à 1 justement, et ça permet donc à l'USM Al-Harrach de souffler un petit peu au classement. Ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin. On va justement ce penalty loupé par Yahya Sherif, et là les buts de l'USM Al-Harrach. Un petit mot sur ce groupe, Abdelnour Belkhair. Oui, comme l'a dit Abdelnour, c'est pratiquement les trois qui sont à la tête du groupe qui pourraient très certainement se disputer l'accession. Parce que le reste des équipes est assez loin de ce trio de tête. Ça va se jouer pratiquement jusqu'à peut-être la dernière journée du championnat. Et les trois équipes en question ont la taille patron pour accéder. C'est ça. Bayed était surprenante. Hein. On ne s'attendait pas. Là, ils sont en train de faire une saison magnifique. Hein. L'année dernière aussi. Ils ont Timoshent également. Timoshent aussi. également. Ah ouais. Là, c'est des clubs qui font exactement une Il y a excellente une certaine saison. animation, si vous voulez, dans ce groupe, beaucoup plus importante que dans notre groupe. Très très bien, messieurs, on va passer aux résultats donc complets de cette 20e journée de Ligue 2 et les classements des deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest. On avait donc les résultats et les classements de cette 20e journée de Ligue 1. Ligue 2, pardon, on va passer à l'autre invité. On peut dire que ce n'est pas un invité, il fait partie des meubles en tout cas de Canal Algérie, notre ami Abdelnour Belkhair. Abdelnour Belkhair, il y a une dizaine de jours maintenant, vous avez organisé une forme d'exposition de vos articles. Je rappelle, vous êtes... En plus d'être entraîneur de football et aussi entraîneur d'athlétisme, vous êtes aussi écrivain et journaliste, et vous êtes dans le milieu du journalisme depuis 50 ans, c'est ça? Bientôt 50 ans, là, Hier. en tout cas. C'était hier. Et on va justement les images de cette exposition. Franchement, chapeau à Texaha. J'ai été très heureux d'être déjà présent à cette exposition et de voir tous ces articles justement retraçant notamment la belle épopée du Mouloudia d'Alger. On sait que vous êtes un fervent supporter du Mouloudia d'Alger, on va le dire clairement. Supporter, il est Mouloudia. Il est Mouloudia, c'est ma famille. exactement. Abdelnour, un petit mot. Voilà, c'est on voit l'image. l'exposition que j'ai organisée, qui a été une initiative personnelle que j'ai organisée, qui me tenait à cœur depuis au moins une année, entrée dans le cadre et avec le thème l'histoire du Mouloudia revisité par Abdelnour Belkhair, avec un triple signe du centenaire du Mouloudia, des 60 ans de l'anniversaire de l'indépendance et de la nationalisation des hydrocarbures. J'ai travaillé d'une manière, la préparation a été faite d'une manière savamment menée et enrichie par 513 articles que j'ai moi-même écrits durant près de 50 ans de carrière. 513 articles. Et vous gardez minutieusement tous ces articles. J'ai été Enfin, étonné de voir. J'en ai gardé une grande partie. J'ai dû fouiner un peu dans les archives. C'est des articles. J'ai parlé avec votre fils Mohamed Amin, qu'on salue. Vous connaissez très bien Mohamed Amin Belkhair, qui a joué dans pas mal de grands clubs en Algérie. Et je lui disais au moment où vous parliez justement, vous teniez cette conférence débat aussi, je lui disais comment fait ton papa. Je lui disais est-ce qu'il a une pièce
presse, genre, la chambre spéciale, les articles, comment ça se fait pour les garder. Moi, j'ai bossé dans la presse écrite. Ouais, mais aujourd'hui, jamais facile avec tous les moyens qu'il y a, on peut le mettre ça sur une petite clé USB. Hein, ça, c'est compliqué. C'est pas le cas. Moi, j'ai gardé une compilation d'articles. C'est des articles que j'ai écrits dans pas mal de journées, et en particulier El Moudjahed, où j'ai affûté mes premières armes en 71 pratiquement, avec Mokhtar de l'Armo. Et ensuite, je suis passé à Horizon qui m'a énormément aidé grâce à la directrice Saliha Aouès, que j'ai pu mettre sur pied un événement d'une telle envergure. L'événement en question qui a connu une réussite optimale. Il y a eu du beau monde à cette exposition. A été une véritable sphère de contact, de découverte et puis de retrouvailles. Il y avait la présence d'anciens joueurs, il y avait aussi la présence de personnalités marquantes du mouvement sportif national. Il y avait le président du comité olympique, que je remercie, qui m'a honoré. Il y avait Beni Demerreh, il y avait les frères Skhri, il y avait Boualam Rahoui, une figure très connue, qui a honoré l'athlétisme au plus haut point. Justement, je ne vais pas parler de double casquette, c'est cette triple, voire, je ne sais pas combien de casquettes vous portez à Abdelnour Belkhair, Laïberg en tout cas. Le fait d'être dans l'athlétisme, d'être aussi fort dans l'athlétisme, dans le football, dans le handball, écrire des articles, d'où est venue cette passion pour tous ces domaines-là? Moi, j'ai bercé dans le milieu du sport dès mon plus jeune âge. Même j'ai passé le plus clair de ma jeunesse en faisant du sport. J'avais l'embarras du choix. Je réussissais aussi bien en handball, où j'ai joué au Mouloudia, en football aussi, et en athlétisme. En 70, c'était dans l'athlétisme. En 70, j'étais en équipe nationale. Donc, d'abord, je tenais ça de mon père aussi, qui était sportif, qui était notamment boxeur au Mouloudia. Mes 3 enfants ont suivi, et ils ont été footballeurs au Mouloudia. Et le plaisir pour moi, c'est d'avoir ravivé un peu la flamme du Mouloudia. J'ai, si vous voulez, parler du Mouloudia depuis l'ère coloniale jusqu'à nos jours. Abdelnour, j'espère, en tout cas, on va vous faire un petit portrait pour revenir justement plus longuement sur votre carrière. En tout cas, chapeau. Merci. Je tenais à le dire. En tout cas, on arrive au terme de l'émission. Malheureusement, on n'a pas énormément de temps. Je remercie une nouvelle fois mon invité qui est venu de très très loin, Mohamed Bagleb, justement. Je rappelle, membre du conseil d'administration de la JS Aura. Félicitations à tous ce que vous faites et à votre club qui réalise et qui représente dignement notre pays. Merci d'avoir été avec nous. J'espère vous revoir très très bientôt en tout cas. Inch'Allah. Bon, je vous remercie moi aussi de m'avoir donné l'occasion de rencontrer ces deux hommes avec un grand H. Donc j'étais vraiment ravi d'être parmi vous. Et j'espère, Inch'Allah, on aura l'occasion de reparler de la JS Aura. Et Inch'Allah, je serai mené d'un trophée à l'émission. Vous serez, Inch'Allah, bienvenue et on comptera sur vous pour nous le ramener. Abdelnour Belkhair, merci. On espère vous revoir très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez donné la possibilité de me retremper un peu dans l'ambiance du journalisme et puis de Canal Algérie. Encore une fois, merci. Yatek Saha, Abdelnour, un autre Abdelnour Kawa, merci. Merci, j'espère que cette émission a été intéressante pour nos amis téléspectateurs, c'est ce qu'on peut souhaiter. Merci à vous, messieurs. Je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère, donc Mofid, qui fête ses 31 ans, mais aussi à mon petit cousin Yanis Chenoun. Sinon, je dis un grand merci à toute l'équipe technique, aux réalisateurs, aux réalisatrices de notre émission, bien évidemment, au script et à toute l'équipe technique et journalistes. Oui, Abdelnour, rapidement. Je ne passerai pas sans signaler la perte d'un ami que vous connaissez, M. Abdel, qui a été dirigeant, qui a été président de la commission des Jeux du Mondial. C'est M. Ammar Souissi, le photographe très connu. Oui. Vous venez de l'apprendre. Moi, je l'ai appris il y a 2 jours. J'ai parlé à ses enfants. Il est décédé des suites du Covid-19. En tout cas, c'est un dirigeant émérite qui a énormément rendu de service au Mouloudia d'Alger. En tout cas, sinon, à nos amis téléspectateurs, on vous dit à la semaine prochaine. Restez branchés sur Canal Algérie. Ciao.